Donc, je vous remercie de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger ce soir avec vous. Donc, je remercie Soraya Bierry et Olivier Naus de cette invitation à échanger ensemble malgré la distance. Et on peut aussi remercier la technologie qui nous permet de pouvoir discuter et dialoguer malgré les kilomètres ou même malgré le train, puisque certains se déplacent. Donc, je trouve ça vraiment, à la fois, bien sûr, on serait content d'être ensemble, mais c'est une manière aussi, je trouve, de permettre les échanges. Et donc, merci pour cette possibilité. Merci aussi aux collègues qui sont présents. Et je vois qu'il y a des collègues loin aussi et spécialistes de ces questions d'évaluation et d'innovation sur des questions en évaluation. Et je dis ça parce que je vais un peu expliquer que de mon côté, en tout cas, je ne me définis pas comme spécialiste des questions des pratiques innovantes en évaluation, même si je m'intéresse aux travaux de recherche sur la question de l'évaluation, bien sûr, et de l'innovation en évaluation. Je vais expliquer pourquoi. Mais je ne suis pas comme certaines personnes ici, comme certaines experts ici, spécialistes de la construction d'innovation en tant que telle en évaluation, mais plutôt, moi, je m'intéresse à la manière dont ces questions ont été théoriquement traitées dans la recherche en éducation, dans la recherche en évaluation, mais aussi dans les didactiques et d'où le titre que je vous ai proposé, Innovation dans les recherches didactiques sur l'évaluation, questionnement et débat, parce que précisément ce qui m'intéresse, enfin, j'espère vous intéressera aussi, c'est d'essayer de voir comment cette question de l'évaluation et de l'innovation en évaluation a pu être au cœur finalement des constructions des recherches didactiques et aussi de certaines polémiques entre les didactiques ou avec le domaine spécialisé en évaluation. Alors, pour ma part, donc je disais, je ne suis pas spécialiste de l'innovation en évaluation, mais je m'intéresse donc aux pratiques et aux dispositifs institutionnels ou scientifiques en évaluation, et notamment depuis une quinzaine d'années, je me suis particulièrement intéressé aux recherches, pardon, au programme PISA, hein, à cette évaluation internationale, et puisque on va parler donc de la question de l'innovation en évaluation, je me suis justement récemment intéressé avec un collègue au PISA, avec Bertrand Donnet, et en particulier, on a montré en quoi cette évaluation qui se présente hein, dans sa manière de se mettre en évidence comme une évaluation ou un programme particulièrement innovant en matière d'évaluation, s'appuie en réalité, quand on l'analyse, beaucoup sur des stéréotypes scolaires hein, et sur des fonctionnements scolaires très datés, alors qu'ils se présentent par ailleurs comme particulièrement innovants en matière méthodologique. Donc, on pourra y revenir, mais c'est une critique. Bon, mes travaux s'inscrivent dans cette tradition critique, et je le cite parce que c'est une tradition qui a été particulièrement riche en Suisse. Et je cite ici les travaux de Daniel Bain, qui est un des premiers didacticiens du français, justement, qui s'est intéressé, ou proche de la didactique du français, qui s'est intéressé au PISA, et dès le premier cycle PISA, qui a montré, justement, je prends un point de vue critique, hein, comme il dit, une analyse critique de la validité didactique de cette enquête, et il a particulièrement identifié, et c'est ça qui je trouve intéressant par rapport à ce que je veux aborder ici, le fait que le PISA, qui donc, je le redis, se présente comme innovant en matière d'évaluation, est en fait, de son point de vue, a pu constituer même un obstacle hein, à des approches et à un effort d'innovation qui, à l'époque en tout cas, marquait le contexte scolaire d'enseignement de la lecture. Et il voyait cette notamment centration sur la compréhension de l'écrit au détriment des situations et d'une activité de lecture en tant que telle, comme je cite, hein, une régression didactique. Hein, donc je trouve c'est intéressant puisque précisément, je vais m'intéresser là dans cette communication à cette tension entre du coup un discours qui se construit comme innovant, mais aussi des critiques pour le coup d'approches considérées comme, en tout cas par Daniel Bain, relativement régressives en matière didactique. Alors,
pourquoi je cite aussi cet auteur? C'est parce que la tradition dans laquelle je m'inscris vise précisément à analyser donc des approches plutôt institutionnelles ou des approches théoriques de l'évaluation et non pas directement toujours les approches de classe dans les classes. Hein. C'est-à-dire, c'est plutôt la manière, la conception de l'évaluation, notamment dans le champ institutionnel, en essayant de mettre au jour, comme là je le fais en m'appuyant sur Bain, des dysfonctionnements, en particulier en matière de contenu d'évaluation. Par exemple, ici, la compréhension de l'écrit. Hein, ce type d'approche qui m'intéresse, et c'est pour ça que je me suis intéressé aux didactiques, aux approches didactiques, j'y reviendrai. Et avec aussi comme particularité, c'est que, enfin, comme particularité, une approche qui ne se veut pas, qui ne se réfère pas à un modèle d'évaluation en tant que tel, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre en discussion des approches de l'évaluation ou de l'innovation en évaluation à partir d'une conception préalable de ce que devrait être une évaluation, mais plutôt en essayant de voir les contradictions internes ou les tensions que les approches, les modèles ou les conceptions promues d'évaluation, et notamment supposées innovantes, peuvent comporter. Hein, et c'est donc cette approche, on va dire, cette démarche de questionnement critique de l'évaluation que j'ai essayé de proposer dans ce livre et aussi dans des recherches que j'ai menées, par exemple, récemment, donc je disais sur le PISA, mais aussi plus récemment, par exemple, avec Rémi Guasdoué et Marc Ventourou, que vous connaissez bien, dans lequel justement on a questionné l'historique un petit peu des débats et des approches sur la validité de l'évaluation scolaire pour montrer justement les tensions et les polémiques aussi qu'il y a entre les courants de recherche, mais non pas à l'aune d'un modèle de la validité de ce que nous considérerions comme une évaluation valide, mais plutôt pour voir comment ces différentes approches de l'évaluation ont construit, ont débattu cette idée de validité. Hein, donc, c'est un peu ce que je vais essayer de faire ici, c'est-à-dire non pas de partir d'une idée de ce que devrait être l'innovation en évaluation, mais plutôt montrer comment des approches différentes de l'innovation en évaluation ont pu structurer des domaines de recherche. Pourquoi? Parce que la didactique est d'ailleurs comme le champ de la recherche, le champ spécialisé de la recherche en évaluation que représente l'ADME, notamment dans le monde francophone, se sont structurés dans les années 1970 et ont constitué à la fois pour les didactiques et évidemment pour le champ, pour le domaine spécialisé de la recherche en évaluation, l'évaluation a été un objet central de discussion. Alors, je cite ici un article de Jean-Louis Martinand, qui est décédé récemment, mais qui, dans cet article D'où est venue la didactique, justement, a montré que la question de l'évaluation a été pour lui, à partir au cœur même de la fondation des didactiques, au début des années 1970. Je parle ici de la didactique francophone. Et donc, pour lui, l'évaluation, parce qu'elle a été un cheval, enfin, comment dire, comme les experts et les premiers les chercheurs, on va dire, qui s'intéressaient aux didactiques, ont cherché à mettre au jour des nouvelles façons d'évaluer, je vais y revenir, mais aussi à essayer d'évaluer leurs propres innovations pour en montrer l'efficacité, ont structuré leur théorisation d'une certaine manière autour de cette question de l'évaluation qui, pour Martinand, s'est avérée décisive pour la recherche didactique, pour le fondement de la didactique. Et donc, au cœur, pour Martinand, de cette didactique se trouve la question de l'innovation et de l'évaluation qui est entremêlée au début des années 70 et c'est la même, comment dire, c'était un petit peu une temporalité proche dans laquelle le champ spécialisé de la recherche en évaluation s'est structuré progressivement à partir du milieu des années 70 et progressivement autour de l'ADME et de l'ADME Europe, etc. dans les années 80, j'y reviendrai. Mais donc, on peut prendre ici, ce que je propose juste donc dans cette communication, dans cette conférence, c'est de juste s'appuyer sur deux didactiques majeures, la didactique du français et la didactique des maths, pour voir comment, dans leur développement depuis ces années 70, elles ont abordé cette question de l'innovation et de l'évaluation, ce qui va permettre de montrer qu'elles ont en fait un rapport très contrasté à cette question de l'évaluation et de l'innovation, avec une approche qui viendrait, pour moi, être complémentaire dans ce que je propose à des travaux que vous connaissez bien ici. J'ai cité quelques collègues
qui sont évidemment très connus et qui peut-être sont aussi impliqués dans les personnes ici aujourd'hui, hein, des travaux qui vont être pour moi, ce que je vais proposer va être complémentaire, de mon point de vue, à ce que proposent ces collègues, ces spécialistes de l'évaluation, en montrant comment ces questions se sont développées dans le champ de la didactique, y compris, et je vais y revenir comme les collègues ici dans les travaux que j'ai soulignés, à partir de la question de l'innovation, pardon, l'évaluation formative. Hein, puisque vous savez que l'évaluation formative a été une innovation centrale à partir des années 70 qui a justement contribué largement à structurer le champ spécialisé de la recherche en évaluation francophone. Et on va voir que c'est la même chose dans le champ de la didactique du français, hein, qui, à partir des années 70, on va voir, c'est particulièrement, enfin, progressivement en tout cas, emparé de cette question pour se construire comme discipline d'innovation, notamment autour de la question de l'évaluation formative. Et à l'inverse, on va voir que dans la même période, la didactique des mathématiques a produit plutôt s'est construit en mettant à distance cette idée d'évaluation et d'innovation en évaluation. Et en essayant, je parle bien sûr des travaux fondateurs, de plutôt se mettre, de positionner cette question en dehors de son champ direct de développement. Et donc, on verra dans ma conclusion, j'essaierai de revenir sur ce que peut-être ça nous permet, cet historique de la question de l'évaluation dans ces deux didactiques, de comprendre aujourd'hui des débats qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans ces domaines. Alors, donc, comme je le disais, je reviens ici sur la didactique du français, hein, et d'une manière générale, la didactique du français a, comme le disent ici, je cite ici données et Rother, pardon, au début il y a 20 ans, tout simplement, ou 21 ans, pardon, dans un numéro de la revue Repères en didactique du français, préciser que c'était pour eux, l'évaluation, une question centrale pour le domaine et une problématique importante, même si elle revenait elle était cyclique, elle n'était pas permanente, mais c'était une question qui, de façon récurrente, revenait comme centrale dans l'histoire de cette discipline. Et il cite dans l'introduction de ce numéro quelques approches historiques de l'évaluation dans cette discipline, et ils évoquent particulièrement justement la question de l'évaluation formative dont je parlais à l'instant, et notamment des travaux célèbres de ce qu'on appelait le groupe EVA, le groupe d'évaluation des écrits à l'école primaire, qui est je vous montre un des ouvrages célèbres qui a paru chez un grand éditeur, hein, Hachette, et qui dénote le très grand succès qu'ont eu ces travaux qui, tout au long des années 80 jusqu'au début des années 90, ou même au milieu des années 90, ont ont proposé aux enseignants des nouvelles stratégies d'évaluation formative de l'écrit au primaire, et notamment beaucoup de grilles d'évaluation qui ont eu un très grand succès à la fois dans les classes, mais aussi dans la formation enseignante, et qui tout au long de ces années a été particulièrement promu dans le système scolaire, en tout cas français, et pour des auteurs comme Bernier, Jaubert ou Rebière, ils considèrent, ils disent, même s'ils ne citent pas directement le groupe EVA, mais ils parlent du fait que, pour eux, en tout cas, l'évaluation formative a été, je les cite, fondatrice de la doxa, hein, de la didactique du français, et qu'elle a eu un rôle considérable pour cette discipline. Et ils considèrent que cette innovation en matière d'évaluation a été structurante dans cet article pour le développement de cette didactique du français, même si, bien sûr, ils ont un regard à ce moment-là critique un petit peu sur ces travaux. Et cette centralité de la question de l'innovation en évaluation, et notamment de l'évaluation formative dans la didactique du français, est aussi soulignée dans cet article par Christine Barré de Mignac, qui, dans cet article, toujours dans la revue Repères, un peu plus ancien, 1999, explique que la discipline s'est construite d'abord, et son titre, j'y reviendrai, va le montrer, comme une discipline d'innovation. Hein, c'est-à-dire que c'était une discipline, la didactique du français, qui s'est immédiatement construite en articulation avec l'idée de résoudre des problématiques d'enseignement avant de construire des problématiques de recherche. Hein, et donc, pour elle, il s'agit d'abord d'une discipline d'innovation et qui
s'est construite à partir des années 70 ou la fin des années 60 en rupture, en tout cas en promouvant des ruptures avec des formes d'évaluation, des pratiques d'enseignement et d'évaluation considérées comme traditionnelles. Hein, et donc, avec l'idée qu'il fallait donc renouveler, rénover, innover dans la classe. Et dans l'article projeté, Christine Barré de Mignac précise d'ailleurs que dans ses premières années, ce qu'on n'appelait pas encore la didactique du français, l'évaluation, c'est à la fois donc une démarche qui doit permettre de valider l'efficacité des innovations pédagogiques, mais c'est aussi une innovation elle-même, et elle explique en particulier en matière d'évaluation formative de l'écrit. Hein, et quand on regarde je voudrais juste insister un petit peu sur le titre de cette référence bibliographique, parce que vous voyez que en fait, son titre insiste sur la dynamique de constitution de la didactique du français en pointant qu'elle passait de, je cite, l'innovation à la recherche didactique. Hein, c'est-à-dire que pour l'autrice qui a participé à cette époque, cette centration historique à la naissance de la didactique du français a impliqué un dépassement progressif vers quelque chose qui soit plus du côté de la recherche, en tout cas c'est ce qu'elle prétend elle, hein, un déplacement de l'innovation vers la recherche. Pourquoi? Parce que, vous le voyez aussi dans son titre, l'article est ici centré sur le plan de rénovation de l'enseignement du français à l'école élémentaire. Hein, le plan de rénovation de l'enseignement du français à l'école élémentaire, bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ces choses-là, mais c'est les grandes commissions, en tout cas dans le monde, en France, qui ont tenté de renouveler les contenus d'enseignement à la fin des années 60. Il y en a eu en mathématiques, il y en a eu en français, en EPS, etc. Et beaucoup de chercheurs en didactique sont nés de ces commissions. Et en France, donc, on parlait du plan de rénovation de l'enseignement ou de la commission Rouchette, du nom de l'inspecteur qui portait à la fin des années 60 cette commission de rénovation des enseignements. Et les premières recherches didactiques sont nées des difficultés qui ont posé la mise en œuvre dans les classes de ces réformes promues par cette commission, par celle-là, ou la même chose, vous connaissez peut-être, je pense, la réforme des mathématiques modernes, qui est issue des mêmes commissions, on va dire, dans le champ des mathématiques, et des mêmes obstacles à ces réformes ont produit, d'une certaine manière, la recherche didactique. Et vous voyez que dans le nom de la revue, Repères, recherche en didactique du français, eh bien, c'est le nom qui est de la revue actuelle, mais à l'époque, on appelait ce bulletin, je ne sais pas si je l'ai mis après, vous voyez ici, je l'ai mis, bulletin le premier numéro de 1969, Repères s'appelait, justement, était porté par l'activité de cette commission de rénovation, et c'était véritablement un bulletin professionnel, hein, il y a marqué bulletin de liaison entre les équipes expérimentales, et Repères s'appelait Repères pour la rénovation de l'enseignement du français. Hein. C'était directement donc lié à cette problématique institutionnelle, et c'est cette problématique institutionnelle d'innovation qui a fait naître, par ces difficultés, par ces obstacles, précisément, le développement d'une recherche plus scientifique, on va dire, sur des questions notamment d'évaluation. Et ce n'est qu'après, progressivement, que le nom de la revue s'est transformé. Et vous voyez aussi que le nom du dossier thématique dans lequel Barré de Mignac publie cet article sur la constitution de la recherche en didactique à partir de cette discipline d'innovation se fait dans un numéro d'hommage à Hélène Romian. Et Hélène Romian, je la cite parce qu'elle est d'ailleurs, comme Barré de Mignac, quelqu'un qui a participé au groupe EVA, qui est fondatrice du groupe EVA que j'ai cité tout à l'heure, qui est quelqu'un qui est considéré comme une des figures constitutives dont les travaux sont constitutifs de la naissance de la didactique, et qui a participé à ce groupe EVA et à cette question de l'évaluation, et qui a particulièrement mis en évidence, mis la question de l'évaluation au centre de cette recherche en didactique. Et donc, c'est particulièrement, il me semble, intéressant à citer, puisque vous voyez que Hélène Romian avait, je le dis, a publié un livre en 1979 qui s'appelait Pour une pédagogie scientifique du français. Ce qu'on appelait pédagogie scientifique du français, c'était le terme didactique, ce n'était pas vraiment imposé à l'époque, c'était la didactique, hein, tout simplement. Et elle a promu justement dans ce livre, donc elle est bien sûr
c'est la racine des travaux du groupe EVA, mais c'est très intéressant aussi parce que elle met particulièrement en évidence, ou en tout cas elle se réfère beaucoup à la recherche en évaluation, et notamment elle a de l'intérêt pour les travaux dans cet ouvrage. Elle cite assez souvent quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'évaluation, hein, qui est oui, c'est ça, Gérard de Landschier, sur évaluation continue et examen. Enfin, elle cite assez souvent ce chercheur qui est spécialiste notamment des évaluations expérimentales et des approches quantitatives en évaluation. Mais plus largement, elle cite aussi beaucoup d'autres chercheurs du laboratoire de pédagogie expérimentale que de Landschier avait fondé à l'Université de Liège. Et dans les années 70, dans le bulletin, donc dans la revue Repère, il y a aussi des collègues de Landschier qui vont publier des articles dans cette revue sur l'évaluation et l'innovation en évaluation dans cette revue Repère. Mais plus largement, de Landschier, il est cité dans un certain nombre de travaux. Par exemple, ici, je cite Garcia de Baremas, qui sont aussi des collègues fondateurs de ce groupe EVA en didactique du français. Et dedans, on cite ces premiers articles, donc de 1985, cite aussi de Landschier comme quelqu'un de référence sur cette question de l'évaluation. J'insiste un petit peu sur de Landschier parce que précisément, on verra, enfin, on sait que si j'ai le temps, j'en parlerai, dans la didactique des mathématiques, il a plutôt été parfois mis en cause, hein, je ne sais pas, notamment par Chevalard, qui avait fait une conférence très critique sur de Landschier, son dictionnaire dans les années 90. Donc voilà, en didactique du français, on observe l'inverse. C'est plutôt, à un moment donné, en tout cas dans la didactique du français naissant, un poids important donné à de Landschier. Et donc, il y a dans ces travaux en didactique du français, on voit apparaître un dialogue avec la recherche en évaluation et les innovations en évaluation, notamment donc sur la question de l'évaluation formative, comme je le disais. Et on a, voilà, par exemple, dans le livre L'évaluation formative dans un enseignement différencié, qui est aussi, bien sûr, le livre fondateur, on va dire, de cette approche, de cette question de l'évaluation formative, notamment au sein de l'ADME, et qui est beaucoup cité dans les recherches naissantes en didactique du français, qui est un ouvrage qui est beaucoup, dont on trouve beaucoup de références dans les articles de collègues en didactique du français, et qui donnera lieu notamment à une collaboration aussi que vous connaissez bien certainement à Genève, évaluation formative et didactique du français, hein, toutes ces discussions qui ont lieu tout au long des années 80 et début des années 90 sur l'évaluation formative, notamment donc en Suisse, ont donné lieu à la publication de ce livre. Et même, enfin, ce livre est intéressant d'ailleurs parce que, outre ses propositions méthodologiques et conceptuelles, il fait justement état de cette discussion plus ou moins polémique entre évaluation formative et didactique du français, et avec un certain nombre de controverses qui sont nées dans ces années 80 entre ces deux domaines de recherche, mais en ayant toujours quand même cette idée de dialogue. Et je cite ici les travaux de Lucie Motier-Lopez qui a analysé hein, justement cette question du dialogue entre didactique du français notamment et Daniel Bain encore qui était dans ces controverses à la fin des années 80 et le champ de l'évaluation spécialisée ou de l'évaluation formative puisque à l'époque hein, Daniel Bain avait publié un article qui s'appelait L'évaluation formative fait fausse route et donc parce qu'il considérait qu'elle sortait justement d'une approche didactique de l'évaluation. Et donc, lui considérait qu'il fallait recentrer la question de l'évaluation formative dans la didactique. Et donc, il y a toujours eu un débat avec Linda Halal, etc. Bon, Lucie Motier-Lopez a expliqué ça dans plusieurs articles. Et voilà, mais il y a toujours eu ce débat, cette discussion. On verra qu'en didactique des mathématiques, c'est très différent. Et alors, bien sûr, ces critiques-là que faisait Daniel Bain, ça rejoint des critiques aussi qui ont été faites plus largement ensuite au sein de la didactique du français. Par exemple, Dominique Bucheton et Jean-Charles Chaban ont, au début des années 2000, proposé d'autres formes d'évaluation que ces grilles d'évaluation formative dont ils ont pointé la dimension technique ou techniciste ou le risque de normativité. Bernier et Jaubert, je l'ai déjà dit, là aussi, on considérait que c'était une forme de doxa, hein, l'évaluation formative de la didactique du français.
Et donc, ils ont proposé d'autres manières, là aussi, autour des notions de communauté discursive, etc., de proposer d'autres types d'évaluation. Mais ces critiques qui sont de l'évaluation formative interne à la didactique du français rejoignent en réalité d'autres critiques qui étaient nées aussi, qui sont propres au champ de la spécialisée de l'évaluation. Je cite ici quelques travaux que vous connaissez bien, donc bien sûr les travaux de Halal et Motti-Lopez qui ont montré justement les limites internes et le problème que posaient les approches de l'évaluation formative qui étaient souvent centrées sur une instrumentation mais assez peu liées à des recherches plus proches des pratiques effectives de la classe, par exemple. Bon, je propose quelques références là-dessus, mais vous connaissez ces choses-là. Mais ces critiques internes se retrouvent aussi, hein, donc je l'ai dit, dans le champ de la didactique du français. Et d'ailleurs, les collègues du groupe EVA, qui ont porté particulièrement cette question de l'évaluation formative dans la didactique du français, sont eux-mêmes revenus sur les problèmes que posait la recherche en didactique sur l'évaluation formative et en questionnant notamment le rapport qui se jouait aux pratiques effectives, aux pratiques ordinaires de la classe. Et l'un des problèmes qui a été pointé par les collègues, c'est que l'innovation ou l'approche de l'innovation a bien souvent été considérée comme un présupposé. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, avant la description des problèmes, l'idée, notamment ici en didactique du français, d'évaluation formative était première. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'analyse et la recherche sur les pratiques de classe qui a construit cette idée d'innovation, mais c'est plutôt l'idée d'innovation qui était première. Et donc, en réalité, les collègues du groupe EVA ont montré que eux-mêmes, finalement, au bout d'un certain nombre d'années, notamment, ils se sont posés, après avoir proposé l'innovation en matière d'évaluation, mais vous voyez qu'ils ont proposé un ouvrage qui s'appelle Comment les maîtres évaluent-ils les écrits? Hein, c'est-à-dire que la question de la description des pratiques et l'analyse des pratiques de classe a été en fait postérieure à la proposition d'innovation. Hein, c'est-à-dire que l'idée première était l'innovation et ce n'est qu'après coup qu'ils ont cherché à décrire en fait quels étaient les fonctionnements de la classe. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que c'est des collègues qui ne connaissaient pas les fonctionnements des classes, ils étaient eux-mêmes des experts, des formateurs, des enseignants, hein, mais ils ne se sont pas attachés d'abord à décrire les problèmes d'évaluation dans les pratiques ordinaires et réelles de la classe, mais ils ont cherché d'abord l'objectif était d'innover avec ces pratiques d'évaluation formative en proposant de nouvelles manières d'évaluer et en essayant de voir à partir de ces nouvelles manières qu'est-ce qui se produisait dans les classes. Et c'est pour ça que dans ces ouvrages, a posteriori, là, comme celui que je cite, les collègues ont pointé que finalement, dans cet ouvrage, hein, c'était après avoir finalement expérimenté, innové, il restait à décrire les pratiques et à analyser quelles étaient les pratiques de classe. Hein, donc, j'insiste là-dessus parce que ce qui est intéressant, il me semble, dans notre questionnement, c'est que, en fait, le projet d'innover était premier et ce n'est que la description et la compréhension des pratiques ordinaires a été enclenchée à partir de l'innovation et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, les collègues ont eux-mêmes décrit les problèmes qu'a posé cette conception de l'innovation en évaluation. Et par exemple, Garcia Deban, voilà, qui elle-même faisait partie de ce groupe EVA, dans cet article montre, que je cite là, montre qu'effectivement, il s'agissait plutôt à l'époque de proposer des situations innovantes que d'analyser des pratiques. Et donc que finalement, aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'est la didactique du français, elle considère que ces travaux du groupe EVA, c'était plutôt de l'ordre de l'étude de faisabilité que de la recherche scientifique au sens où on l'entendrait maintenant. Et cette critique a été reprise plus largement par beaucoup de collègues. Je cite ici Roland Guagou, notamment, qui cite d'ailleurs explicitement l'approche de recherche-innovation portée par Romian en 79, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, et dans lequel voilà, il dit, Guagou, que dès 2001, que finalement, il manque des recherches sur les pratiques ordinaires et que finalement, on a cherché à innover en dehors d'une connaissance des pratiques réelles, notamment d'enseignement et d'évaluation. Et précisément, c'est ça qui a certainement favorisé l'échec de ces innovations, puisqu'on n'a pas posé la question de la manière dont ces nouveaux instruments, dit-il, allaient eux-mêmes s'intégrer dans les pratiques ordinaires des enseignants.
Et plus récemment, donc 20 ans après, puisque ça c'est 2001, Roland Guagou est revenu justement sur ces considérations et il a questionné aujourd'hui voilà en quoi les résultats des recherches en didactique du français, à la lumière de ce qu'il disait il y a 20 ans, peuvent être débattus et il insiste particulièrement sur le fait que la recherche en didactique du français a toujours ces problèmes, pour lui, en tout cas je le cite, hein, de mise comment dire, d'évaluation à partir de données probantes de ces innovations. C'est-à-dire, est-ce que la didactique du français est en mesure de soumettre à une évaluation critique, finalement, les innovations ou les conceptions, les pratiques qu'elle propose. Et dans cette conférence, il insiste sur le fait que, de son point de vue, il s'agit de la crédibilité de la didactique du français qui est en jeu, et il considère qu'effectivement, il y a un effort qui est fait, mais que ce n'est pas encore complètement pour lui satisfaisant, et notamment en termes de démarches quantitatives, de données probantes, j'y reviendrai dans la conclusion, mais il insiste aussi sur le fait qu'il y a un rapprochement, j'y reviendrai tout à l'heure, avec les acteurs, avec les classes, et peut-être moins d'approche surplombante de l'innovation par les chercheurs. Alors, j'insiste là-dessus parce que on va voir que c'est exactement l'inverse en didactique. Enfin, il me semble que c'est relativement opposé en didactique des mathématiques. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que la didactique des mathématiques, déjà, a un rapport plus distant avec la question de l'évaluation. Je cite ici des collègues, mais j'aurais pu en citer d'autres, qui ont pointé le fait qu'en réalité, la question de l'évaluation n'est pas centrale dans la didactique des mathématiques, à l'inverse du français. En tout cas, par exemple, si je prends c'est ce qu'on dit, par exemple, Baudin, Roditi aussi, ici, mais si on prend, par exemple, la revue de référence, Recherche en didactique des maths dans le monde francophone, eh bien, en fait, qui est né en 1980, donc en 45 ans, on trouve à peine qu'environ 7 articles, hein, il y a 3 numéros par an, 7 articles qui traitent explicitement de questions d'évaluation dans leur titre. Hein, et encore, voilà, on ne pourrait pas dire que ce soit au sens strict des articles qui parlent d'évaluation, mais on voit le mot ou un mot proche de la famille, en français ou en anglais, de la famille d'évaluation dans 7 articles qui traitent de cette question, ce qui est complètement différent avec la revue Repères, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'autres revues de didactique du français. Pourquoi? C'est parce que la didactique des mathématiques a en fait consacré tout un pan de son activité de recherche sur l'évaluation dans le champ plutôt des bulletins professionnels, hein, ou notamment des bulletins, comme je cite ici, de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Il y a beaucoup d'articles, j'en cite ici quelques-uns, sur des expérimentations docimologiques, etc., qui sont anciennes, mais qui n'ont en fait jamais donné lieu à des publications en tant que telles de recherche dans la revue de référence. Donc déjà, il semble que la question a été assez scindée en didactique des mathématiques, contrairement donc à la didactique du français. Alors, on peut aussi observer que certains fondateurs de la didactique des mathématiques ont pris des positions assez critiques sur la question de l'évaluation et de l'évaluation formative. On trouverait, je vais prendre 2 exemples avec des grands personnages, on va dire, notamment un qui est décédé récemment, Brousseau, mais on trouverait des positions proches chez d'autres, comme Vergniaud, etc. Je vais prendre juste 2 exemples avec Brousseau et Chevalard. Mais Brousseau, par exemple, dans cette conférence qui est publiée, qu'il donne au moment même où à Genève donc, se tient ce grand colloque sur l'évaluation formative, eh bien, si vous lisez ce texte, hein, qui est disponible sur les archives de Brousseau, eh bien, il a un discours très critique sur la question de l'évaluation et il la met plutôt du point de vue d'une problématique quasiment institutionnelle ou administrative plutôt qu'un point de vue de recherche. Et il critique notamment le risque pour lui hein, d'une évaluation qui serait d'une évaluation intégrée avec la pédagogie par objectif. On sait que l'évaluation formative est née de cette pédagogie par objectif, mais il conteste justement cette approche et pour lui, il considère qu'il s'agit là de problématiques qui n'ont rien à voir avec, en tant que tel, l'enseignement-apprentissage. Il met ça plutôt du côté de l'administration et du parcours des élèves. Et pour lui, au contraire, cette approche intégrée par objectif ou par évaluation formative est en fait s'oppose même
à sa théorie des situations didactiques, hein, qu'il élabore depuis à ce moment-là et qu'il va publier plus tard. Hein, quand vous regardez la théorie des situations didactiques, effectivement, il n'y a pas à proprement parler de phase d'évaluation. Il ne constitue pas l'évaluation comme une phase nécessairement propice à l'enseignement-apprentissage. Il ne nie pas qu'elle existe, mais elle n'est pas pour lui dans la théorisation des situations apprentissage, pardon, la théorie des situations didactiques, et au contraire, il la considère ici comme quelque chose. Pardon. Et donc, il la considère plutôt comme quelque chose qui pourrait s'opposer à un enseignement des concepts vivants et fonctionnels pour les situations didactiques, parce que justement, il explique que l'intégration de l'évaluation dans l'enseignement constitue fait porter le risque d'une approche formelle des concepts mathématiques et le fait que les enseignants seraient contraints au fur et à mesure d'enseigner des savoirs qui soient déjà finalement qui répondent aux enjeux de l'évaluation et non pas l'inverse. Et donc il va avoir ce propos très fréquent donc dans bien sûr ce texte de 79, mais il l'a notamment dans cette autre conférence qui est disponible en 2008, où il explique le problème justement de faire entrer, comme il dit, l'évaluation dans les apprentissages. Pour lui, il s'agit d'un risque et d'un danger pour justement l'apprentissage d'un savoir qui soit fonctionnel au sens de sa théorie des situations mathématiques. Mais il s'oppose aussi à le lien que fait à ce moment-là la didactique du français au lien recherche-innovation. Et dans les articles, voilà, dans les articles que je pose, il insiste notamment sur la distinction entre les deux et il va insister sur le fait qu'il faut, de son point de vue, séparer, comme il dit, hein, je le cite, ici dans cet article de 89, le fait, il dit que sa main gauche sur l'innovation doit ignorer ce que fait sa main droite sur la recherche, c'est-à-dire pour lui, il y a la recherche et l'innovation sont deux choses à distinguer. C'est très différent de l'approche en didactique du français. Et ça s'explique en fait assez facilement. En tout cas, si on suit un didacticien des mathématiques que vous connaissez à Genève qui s'appelle Jean-Luc Dorier, pardon, il explique que précisément cette distinction entre innovation et recherche est centrale en didactique des mathématiques, puisque précisément en didactique des mathématiques, il n'y a pas d'idée de tester directement la réussite des élèves comme on le ferait classiquement dans une comparaison avec groupe expérimental, groupe témoin, puisque les expérimentations visent plutôt à éprouver les modèles théoriques ou les modélisations théoriques, voire à inspirer des modélisations théoriques. Hein. Et donc, il n'y a pas d'idée dans ces fondements de la didactique des mathématiques à éprouver une innovation pour favoriser son développement dans les classes, mais plutôt l'idée est d'éprouver le modèle théorique lui-même. Hein. Donc, on a une approche très différente de la didactique du français et qui va en particulier être très manifeste également chez un autre grand fondateur de la didactique des mathématiques, qui est Chevalard, qui lui, je vous ai mis plusieurs références, s'est beaucoup préoccupé d'évaluation, mais qui l'a fait dans une approche très critique, là aussi, des travaux en évaluation, et notamment de la question de l'évaluation formative, de façon même un petit peu brusque, on pourrait dire. Hein. Il a souvent été très critique, et y compris publiquement, je l'ai dit, avec des travaux de Delancey ou autres. Et dans le livre, là, pour une analyse didactique de l'évaluation, Chevalard et Feldman font une critique très sévère de l'idée d'innovation en évaluation et de l'idée d'évaluation formative dans la classe, qu'ils considèrent comme finalement quelque chose qui n'est pas de la recherche. C'est-à-dire pour eux, c'est une forme de technologie, mais qui n'est pas liée à une connaissance suffisante des pratiques de la classe. Hein. Et donc, il critique là aussi très fortement les approches de la didactique du français de la recherche-innovation, de la recherche-action. Et pour lui, cette idée, il le précise notamment dans son livre La transposition didactique, l'idée que la recherche pourrait être une recherche-action, c'est-à-dire qui produirait de la connaissance à partir de la transformation des pratiques, est quelque chose qu'il critique très fortement. Hein, et il va s'opposer là à la fois à la didactique du français, qui était portée par cette idée d'innovation, hein, comme je l'ai dit, et notamment chez Robian dans les mêmes années, mais aussi donc avec la recherche en évaluation, avec lequel il va
il va être assez polémique, même s'il est, il est parfois invité par l'ADME, mais il a été tout à fait critique par rapport à cette idée. Pour lui, précisément, le travail d'abord de théorisation devait être celui d'une analyse des faits, de ce qu'il appelle les faits didactiques, avant de transformer la réalité. Alors, plusieurs collègues ont considéré, comme des collègues d'ailleurs que vous connaissez aussi, hein, Franciane Le Ténéguer et Monica Chouvalor-Léoni, ont pointé que dans cet article que la position de Chevalard était un petit peu justement un petit peu polarisée pour s'opposer justement à ce qu'elles disent, hein, au volontarisme innovant. Hein, je les cite, ces deux collègues de l'époque. Lui, Chevalard, a plutôt insisté sur les contraintes qui pèsent sur les enseignants pour justement avoir un discours contraire à ce volontarisme innovant. Et progressivement, d'ailleurs, on peut observer une forme de détachement peut-être de ces orientations fondatrices en didactique des mathématiques. Et aujourd'hui, hein, je cite des collègues que vous connaissez aussi, hein, qui précisément cherchent à innover dans la classe de mathématiques, à proposer notamment des formes d'évaluation, notamment d'évaluation formative, puisque c'est ce dont on parle ici, et se sont rapprochés des pratiques de classe avec notamment cette idée de pratique aussi, de recherche qui soit peut-être moins distante avec les praticiens. Et je cite ici des travaux qui insistent justement sur cette question de la recherche collaborative et comme fondement des questions d'innovation. Et c'est précisément sur cette question que je voudrais conclure, parce que je vois je pense qu'il est déjà 17h45. Juste pour essayer de conclure, je voudrais dire justement revenir sur cette question. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer donc que les deux didactiques ont, il me semble, des parcours et des dynamiques différentes du point de vue de l'innovation, avec une centration très forte sur l'innovation en évaluation dans la didactique du français, et à l'inverse, une mise à distance historique en didactique des mathématiques, mais avec ici peut-être aujourd'hui une préoccupation commune qui tient justement, alors j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, mais à des recherches plus collaboratives avec les acteurs. J'ai mis quelques références récentes en didactique du français, didactique des maths, qui cherchent, il me semble, dans les deux disciplines, à mieux fonder les pratiques innovantes au plus près des pratiques des acteurs. Alors, je disais tout à l'heure, j'en parlais avec Olivier Noos et Soraya Berry, parce que précisément, c'est une question plus ancienne à l'ADME, qui connaît très bien ces questions de recherche collaborative, puisque je citais les réseaux de recherche collaborative en évaluation qui sont aujourd'hui dirigés par Valérie Lucie-Bourer et Catherine van der Neuen. Mais vous avez aussi des numéros des deux revues francophones de référence de l'ADME Europe sur ces questions d'évaluation et de recherche collaborative. Et c'est peut-être plus récent dans la didactique des maths et du français, avec l'idée donc de ces travaux qui sont à la fois de fonder des innovations plus inscrites dans les pratiques de classe, mais qui sont aussi, il me semble, des recherches d'innovantes qui soient à même d'être évaluées dans leur efficacité par les acteurs eux-mêmes. Et il me semble que c'est très lié à des débats actuels de la didactique, je vous ai mis quelques références, sur justement l'idée qu'aujourd'hui, la preuve d'évaluation, la preuve de la qualité ou de la validité ou de l'efficacité des pratiques devrait non pas être là aussi des évaluations surplombantes uniquement statistiques avec groupes expérimentaux, groupes témoins, etc., mais plutôt qui se construirait là aussi dans la coopération avec des acteurs et l'idée que peut-être ces pratiques innovantes peuvent être évaluées aussi par cette pratique collaborative. Et néanmoins, je ne peux pas finir sans une petite question peut-être polémique, mais comme ça pourra peut-être ouvrir le débat. Je me demande si cette idée de recherche collaborative en évaluation et d'innovation en évaluation dans la collaboration, finalement, n'est pas à questionner aussi du point de vue éthique par rapport aux acteurs. Parce que si je reviens aux travaux de Françoise Cross, donc ancien et spécialiste de l'innovation, elle pointait dès les années 90 que l'innovation était à la fois portée par, et c'était sa force et c'était sa force elle-même par un paradoxe, c'est-à-dire que la force de l'innovation repose peut-être sur l'illusion des acteurs que nous sommes, sur le fait qu'il serait possible précisément d'innover, hein, c'est-à-dire que précisément
l'engagement dans l'innovation tient à une forme d'illusion dans l'efficacité qu'elle peut avoir, y compris dans ce que peut avoir notre engagement en innovation. Et donc, je me demande si le fait de croiser dans des recherches collaboratives innovation et évaluation avec les acteurs n'a pas un effet de déceptif nécessairement qui va, par un effet de rapport au réel, finalement, avoir un effet de démotivation, puisque, bien sûr, la recherche collaborative risque de démontrer justement les limites de ces innovations. Et on peut se demander si finalement ça ne comment dire, ça ne désarme pas quelque part la puissance et la motivation d'innovation des collègues que de s'inscrire immédiatement dans des recherches collaboratives qui vont, d'une certaine manière, par leur effet de réel, être un petit peu déceptifs peut-être sur les résultats et les contraintes possibles de l'évaluation. Mais bien sûr, c'est un débat et je suis ravi d'échanger avec vous sur ces questions. Merci beaucoup.